Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui j'ai en ma possession le Umi Hammer et je suis très content parce que ce téléphone là c'est un petit peu le genre de téléphone que j'attends depuis un petit moment, c'est-à-dire que c'est un téléphone qui est on va dire à un prix compétitif, qui a des caractéristiques qui sont très bonnes, c'est-à-dire à peu près la même chose que le Kingzone N3 ou le Elephone P6000, mais qui essaye de mettre l'accent sur la solidité, tout en gardant un design normal, quoi, c'est-à-dire pas un design qui ressemble à un parpaing ou des trucs de ce genre. Alors, on va parler un petit peu de Umi avant. Alors, Umi, c'est une marque qui, à chaque fois, depuis sa création, a essayé à chaque fois de faire des modèles qui étaient tout le temps très très bon par rapport au prix où il le présentait, où il le proposait, c'est-à-dire qu'en fin de compte ils essayaient à chaque fois de faire un petit quelque chose qui est différencié des autres, c'est-à-dire ou un truc plus performant, ou un prix moins cher pour des performances aussi bonnes, ou à chaque fois une petite originalité, comme là cette fois-ci un téléphone qui se réclame comme étant solide, et donc ça a fonctionné plutôt bien jusqu'à ce qu'il sorte le modèle Umi 0, qui était le seul modèle qu'il proposait jusqu'à très récemment, et qui était quand même, on peut le dire, une sacrée catastrophe, notamment il avait des petits problèmes de surchauffe, il était plus fragile que ce que laissait penser le marketing de la marque, c'est-à-dire par exemple contre les rayures, etc., etc., il promettait monts et merveilles, au final il n'y avait pas grand-chose. Celui-là par contre est vraiment très solide, il a fait on va dire preuve de pas mal de... Enfin, disons qu'il a fait ses preuves en matière de solidité, il y a pas mal de personnes qui se sont amusées à vérifier si c'était vrai, il y a notamment quelqu'un qui a essayé de le casser par tous les moyens, qui a réussi, mais qui a pas réussi à le rendre complètement inutilisable, soit dit en passant d'ailleurs, et qui, pour réussir à le casser, l'a fait tomber de plus haut que sa tête plusieurs fois, l'a lancé contre un mur, ce genre de truc, enfin bref, il est vraiment assez rigide, et le digitizer continuait de fonctionner, malgré deux éclats importants sur l'écran, en haut et en bas. Alors, comment je vais réussir à ouvrir cette boîte? Parce que visiblement, le vendeur de ce téléphone a cru bon de rajouter du papier bulle par-dessus le téléphone, ou un truc du genre. Ce qui fait que maintenant, pour l'ouvrir, faut le faire. Hein. Parce que vous voyez qu'il y a une petite boîte originale, très fine, très design, etc. Et surtout, il y a rien qui bouge dedans. Bon, si, ça bouge un tout petit peu, mais c'est une grosse masse de mousse qu'on sent bouger. C'est pas comme s'il y avait tous les accessoires qui se cognaient entre eux, ou ce genre de truc. Ça fait pas de choc important, ça c'est vraiment une bonne chose, déjà. Et donc, on va pouvoir voir, avant que je réussisse à ouvrir ce truc, ce qui va pas être une mince affaire, les caractéristiques de ce téléphone. Alors, c'est un MT6732, c'est-à-dire le quad-core 64 bits de chez Mediatek, qui est vraiment très bon. En RAM, c'est 2 Go de RAM, donc parfait pour ce type de processeur. 1 Go de RAM, ça serait un peu juste, 3 Go de RAM, ça serait vraiment inutile. ROM, 16 Go, avec bien entendu de quoi ajouter une carte SD, donc en fin de compte, c'est 16 Go pour installer les programmes, et ensuite, vous pouvez aller jusqu'à 128 pour en micro SD, pour pouvoir ensuite sauvegarder vos photos, vos vidéos, tout ce que vous voulez. Ensuite, nous avons, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ah oui, une caméra frontale 3,2 mégapixels. Après, voir exactement la vraie qualité de ce truc-là va être un petit peu difficile en nombre de mégapixels. La caméra à l'arrière est 13 mégapixels. Là encore, faut pas non plus se fier trop à ça. C'est du 720p IPS, sûrement un IPS de qualité tout à fait correcte. On verra si c'est un de qualité tout à fait correcte ou un de qualité exceptionnelle, parce qu'on a le choix entre l'un ou l'autre, a priori, avec ce genre de téléphone. On n'a jamais de IPS mauvais, en tout cas, j'en ai jamais vu. Alors ensuite, au niveau des fréquences, il fait le GSM 850, 900, 1800 et 1900. Alors en France, c'est 900. Il fait la 4G 800, 1800 et 2600, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en France. Le WCDMA, il fait le 900 et le 2100, il fait aussi le 1900 qu'on n'a pas dans notre pays. Donc, bon, en jeu, ça devrait être très bon. Hein. On avait déjà vu des téléphones avec la même résolution, le même processeur et la même quantité de RAM, et ça fonctionnait très bien. Maintenant, je vais essayer de trouver une méthode pour l'ouvrir. Bon, bah, a priori, je n'ai pas le choix. Hein. Ma méthode va se résumer à utiliser une pince. Oups, excusez pour le micro. Bon, je crois que j'avais pas le bon calibre, on va dire. Allez, on va essayer de l'ouvrir. Ça c'est vraiment... Alors, il s'appelle Hammer, mais visiblement, faut utiliser une pince pour l'ouvrir. Purée. Oh là 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 là. Bon, voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. J'ai abîmé le packaging, mais en même temps, on peut pas faire autrement. Donc, voilà, on ouvre ça, on enlève l'étui d'abord, puis ensuite, nous avons le téléphone. Je sais pas pourquoi ça sortait pas, parce que, a priori, eh bien, il y a rien qui gêne.
Donc pour ce qui est de l'emballage, eh bien il y a 2 épaisseurs de carton pour le protéger. Nous avons de la mousse tout autour, hein, c'est vraiment de la mousse. Hein, même en bas aussi, il y a de la mousse aussi en dessous. Enfin c'est vraiment c'est de la vraie mousse, hein, comme je dis. Hein, c'est pas quelque chose de spécialement bizarre. Qu'est-ce que c'est ça, un thermomètre anal? C'est ça que ça. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Ça saute tout seul, c'est une puce sauteuse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est génial. Je ne vois même pas à quoi ça sert, mais je trouve ça déjà génial. Alors, ça peut se mettre comme ça, et ensuite, ça se replie. Mais pas dans ce sens-là, dans l'autre. Poink. Je suppose que c'est pour en faire un petit support, ça se colle derrière, qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Oh, c'est magique. J'adore cette marque déjà. Alors ensuite, comme je disais, tous les accessoires sont extrêmement bien isolés, etc. Et le seul truc qui bougeait, c'était juste le câble USB qui bougeait dans son emplacement. Donc aucun risque pour le reste du téléphone pendant le transport. Bon, au moins ils font très attention à ça. Ils ont visiblement tiré les leçons du UMI 0 et ils voulaient pas que ce genre de fiasco se reproduise. Nous avons un chargeur tout à fait banal. Hein, c'est un chargeur, bon, comme on en a vu déjà des milliers. Ils ont tous le même design, bon bref, on s'en fout. Ensuite, bon, a priori, hein, c'est des chargeurs vraiment génériques. Donc personnellement, je n'utiliserai pas ça au quotidien, moi personnellement. Hein. Je préférerais utiliser un bon truc. Alors nous avons ici... oui, d'accord, c'est ça, il y a marqué que c'était un support, ce truc-là. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais bon, pourquoi pas. Donc nous avons quelques petits trucs qui dit par rapport à... De quoi? Il y a un petit machin à enlever pour la batterie, je sais pas. Ensuite, ça redit à nouveau les caractéristiques du téléphone de manière un peu plus précise. Ça nous explique que ça fait l'OTG, que ça fait la FM, des formats vidéo et audio supportés, mais ça on s'en fout, de toute façon c'est Android. Avec un bon processeur, ça supporte absolument tout et n'importe quoi en tout type de format. Nous avons le GPS et la GPS, c'est-à-dire un GPS qui peut se faire guider par les réseaux GSM ou tout simplement être complètement indépendant. Nous avons le Wi-Fi BGN, le Bluetooth 4.0, nous avons un gyroscope, un P-sensor et un L-sensor. Alors P-sensor, c'est un capteur de proximité, et L-sensor, un capteur de luminosité. C'est tout simplement là une abréviation. Ensuite, capacitif 5 touches, ça paraît normal. Une batterie 2250 mAh. Il y a des chances que ce soit un petit peu exagéré, ça par contre. Nous avons, enfin je dis ça par rapport au prix et par rapport à tout ce que contient ce téléphone, parce que vu tout ce qui contient ce téléphone, il est assez exceptionnel par rapport au prix auquel il est proposé. Alors du coup, bon, ça serait étonnant qu'il ait une batterie non plus qui serait très 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 bonne. Bon, on verra bien, hein, on sait jamais. Hein, peut-être qu'ils sont en train d'essayer de tellement vouloir redorer leur blason qu'ils sacrifient les prix. Alors bien entendu, là il y a toutes sortes de flèches qui nous expliquent où et quoi dans le téléphone, les capteurs de proximité et compagnie. Le téléphone en lui-même se trouve ici. Nous avons ici un petit protège-écran, voilà. Et il y a un deuxième protège-écran pour protéger la vitre en cas de rayure, qui est mis par-dessus. Malgré tout, il paraît que c'est une forme de verre renforcé façon Gorilla Glass, donc a priori si vous arrivez à rayer un Gorilla Glass, ça se raye de la même façon, mais malgré tout c'est tout aussi résistant que le Gorilla Glass à ce genre de rayures, et de toute façon c'est ce qui est utilisé sur la plupart des smartphones chinois de nos jours. Ça veut pas dire que c'est inrayable, ça veut juste dire que c'est beaucoup plus difficile à rayer que du verre standard ou du plastique. Donc ensuite nous avons un flash qui a pas l'air de se foutre de nous, mais on verra bien ce qu'il vaut en réalité. En tout cas au niveau du design, il fait pas de chip, il y a pas la petite vitre par-dessus la LED qui bouge, ce genre de truc. Nous avons un appareil photo qui a une focale assez petite, mais ça ne veut rien dire, hein. Il y en a qui ont une focale plus grande qui sont moins bons que certains autres que j'ai pu tester. L'armature du téléphone est intégralement en métal, ça se sent au poids, mais ça se sent aussi au toucher, c'est très froid, etc. Et ça met du temps à absorber la chaleur de ses mains. Ça veut dire qu'en effet, la chaleur est en train de s'infiltrer à l'intérieur de la couche de métal. Il y en a vraiment une grande quantité. Ça se sent à la rigidité du téléphone et tout ça. Enfin bref, vous verrez ça si vous voyez certaines vidéos où le téléphone a été maltraité. Vous verrez que la seule chose qui a tendance à prendre des coups dans ce téléphone, c'est l'armature en plastique qui se trouve juste au-dessus là du métal. Et bon, voilà, ça sert qu'à absorber les chocs, hein, cette armature en plastique. J'ai un peu de colle qui dépassait là, bizarrement. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir d'autre? Alors a priori, ah oui. Alors un truc que j'ai oublié de dire, c'est que ce téléphone fait penser un petit peu, vraiment pas de grand-chose,
au Xiaomi Mi 4, au Xiaomi Mi 4 si vous préférez. Pourquoi il y fait penser? Tout simplement à cause de ces espèces de petits rebords en plastique là qui séparent le métal, etc. La façon dont sont mis les prises les unes à côté des autres. Enfin bref, voilà. Bon, mais sinon le reste du design est pratiquement intégralement original, et on peut quand même dire que celui qui a l'air le moins original des deux entre le Umi Hammer et le Xiaomi Mi 4, c'est quand même le Xiaomi Mi 4 hein, qui a quand même de gros faux airs d'iPhone. Celui-là, il essaye de faire des efforts, quoi. C'est plus épais là, ça devient un peu plus fin tout autour, etc. Ça a plus de relief. Enfin bref, à mon avis, il tient mieux en main que le Xiaomi Mi 4 qui est plutôt plat à côté. Donc, c'est des détails encore une fois. Donc, on peut ouvrir l'arrière, hein, c'est un téléphone avec batterie remplaçable, hein, contrairement au Xiaomi Mi 4. Mais pour ouvrir l'arrière, ça c'est quelque chose. Hein. Je vois à la qualité du plastique qu'ils ont mis à l'arrière que visiblement l'accent sur la solidité c'était vraiment pas du pipeau. Alors ce qu'on peut voir à l'intérieur, hein, c'est rien de spécial, hein, bien entendu, une carte SIM complète, enfin quand je dis complète je veux dire mini SIM, une micro SIM, une micro SD, la batterie sur laquelle j'enlève le scotch, pouf, voilà, la batterie est très fine, très légère, très très petite. Alors, ou c'est une batterie qui est faite par un très bon constructeur, contrairement aux autres, qui sont faits par des constructeurs qui ne peuvent pas obtenir la même quantité d'énergie dans une batterie 4 fois plus grosse, ou 2 fois plus grosse, en tout cas, au minimum. Ou alors, tout simplement, c'est que la batterie doit être plutôt dans les 1800 mAh. On verra ce que ça donne en pratique. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à l'allumer. Alors, hop, ça s'allume. Et nous voici déjà sur le démarrage du téléphone, ça a été plutôt rapide, j'ai été un peu pris au dépourvu. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, nous avons le téléphone qui est pré-routé, ça c'est un truc qui est assez spécial avec les UMI, c'est qu'a priori ils sont déjà routés à l'origine. Ensuite, vous pouvez remarquer qu'il y a pratiquement rien de préinstallé, hein, en dehors du root, il y a rien. Il y a Super Cleaner, que je sais pas ce que c'est du tout. Oui, bon, visiblement, c'est un petit quelque chose pour supprimer des fichiers cache ou des trucs de genre qui est préinstallé. Est-ce qu'on peut le désinstaller d'ailleurs? Tiens, c'est la bonne question. Non, on peut pas le désinstaller, mais par contre, bon, c'est Android 4.0 ou plus, c'est 4.4 en l'occurrence. Peut-être qu'il y aura une mise à jour vers Android 5.0, j'en sais rien, mais vu la catastrophe que c'est pour l'instant la mise à jour 5.0, heureusement qu'ils ont pas trop vite sauté sur cette mise à jour. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme c'est Android 4.0 ou plus, c'est-à-dire 4.4 en l'occurrence, eh bien vous pouvez désactiver les applications dont vous n'avez pas besoin, notamment ces cochonneries. Je déteste les espèces de trucs qui se prétendent faire de la maintenance en arrière-plan, alors qu'au final, ils font pas grand-chose d'intéressant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en français, je vais mettre le Wi-Fi, je vais mettre mon compte Google, et je vais voir ce qui se passe. Alors de ce que je viens de voir, hein, en dehors de quelques petites modifications de logo, notamment ce petit logo à la place du bouton toutes les applications d'Android habituellement, ainsi que le lock screen, comme on va pouvoir le revoir maintenant ici, voilà, en dehors de ce bouton et de ce bouton-là, tout le reste du téléphone a l'air d'être un Android 4.4.4, tout ce qu'il y a de plus stock, c'est-à-dire en fin de compte sans aucune modification, sauf des tout petits ajouts de rien du tout, qui sont en fin de compte juste gesture sensing, c'est-à-dire sûrement le truc où il faut bouger, et c'est désactivé par défaut. Ça c'est une très bonne chose parce que sinon c'est de la merde. Donc le truc pour pouvoir bouger comme ça devant le capteur de luminosité pour faire tourner les pages pour ceux qui aiment ça, ainsi que le double clic pour débloquer ou faire des dessins sur l'écran quand il est en veille pour faire en sorte d'ouvrir directement sur un différent programme, etc. Sur différents programmes préinstallés. En dehors de ça, rien n'a été modifié dans Android, donc ça c'est une très 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 bonne chose. Ensuite, j'ai pas vu de mise à jour OTA pour l'instant, mais bon, en même temps, le téléphone vient juste de sortir, ça paraît normal, je ne sais pas si c'est au programme d'en faire, de toute façon. Et le dernier truc que je peux dire avant de tester ce téléphone pendant au moins une semaine pour voir ce qu'il vaut en pratique, eh bien c'est tout simplement la qualité du tactile de l'écran. Alors la qualité du tactile est vraiment vraiment très très bonne sur un écran 5 pouces, etc. On peut taper vraiment très très vite. Ça a l'air d'être vraiment un écran tactile avec une qualité de frappe niveau des meilleurs téléphones que j'ai pu avoir entre les mains. Et aussi un autre truc, l'écran IPS lui-même est vraiment de très très bonne qualité. L'angle de vue est parfait, même si, comme vous pouvez le voir, il a peut-être une luminosité un petit peu plus faible quand on le baisse comme ça, par rapport à d'autres écrans que j'ai pu utiliser depuis quelques temps. Ça vient peut-être d'une vitre un peu plus épaisse et plus rigide, c'est peut-être pour cette raison-là. Et me revoilà après avoir testé ce téléphone pendant presque une semaine. Et donc je peux déjà commencer par vous dire un truc, c'est que ce téléphone-là est le meilleur téléphone que j'ai pu tester. Ça compte les grandes marques et tout ce que j'ai pu tester jusque-là. C'est surtout au niveau de l'aspect qualité de fabrication que vraiment ce téléphone se démarque.
marque, au niveau du fait qu'il est de bonne qualité tout en étant relativement similaire en matière de taille, etc. Enfin, il y a pas de compromis sur ces côtés-là, genre comme je disais, au niveau de l'épaisseur et ce genre de truc, c'est pas une brique. Et franchement, au niveau de la qualité de fabrication, c'est assez incroyable d'avoir réussi à faire ça. Alors il y a eu quelques petits compromis et on va en parler juste après, hein, mais malgré tout, franchement, c'est un excellent produit. Et en plus de ça, il y a des petits détails au niveau, par exemple, des petits détails qui sont souvent ratés chez Mediatek, genre par exemple la boussole, ce genre de truc. Enfin, le téléphone est très très bien testé au niveau du firmware et c'est assez étonnant parce que a priori c'est ce qui était reproché avec le précédent téléphone de cette marque, c'était le firmware un petit peu pas terrible qui avait tendance à planter de temps en temps, ce genre de truc. Alors que là franchement c'est parfait, j'ai vu mais alors aucun problème. Alors un petit quelque chose que j'ai pas pu résister à faire, c'est mettre cette espèce de truc à l'arrière du téléphone. Alors si vous vous demandez comment ça fonctionne, pop, ça fait ça et hop ça devient... Voilà, c'est tout. C'est vraiment n'importe quoi ce truc, mais c'est à la fois complètement ridicule et complètement génial parce que bon, ça prend pas beaucoup de place, ça se met juste comme ça derrière le téléphone et ça permet d'avoir tout le temps sur soi une sorte de petit socle pour pouvoir poser le téléphone n'importe où. Et c'est un petit peu stupide parce que en fait le problème c'est que ce téléphone là, sans ce truc, il a vraiment une prise en main excellente parce qu'il est légèrement bombé comme il faut à l'arrière. Enfin bon bref, il est étudié, on va dire un minimum pour tenir en main correctement. Il est pas comme certains téléphones où ça fait enfin vous voyez ça n'épouse pas la courbe quand on le tient, ce genre de truc, et donc du coup on a vraiment l'impression de tenir encore une fois une brique ou un truc de ce genre, et franchement voilà, ça c'est bien foutu, mais quand on met ce truc là ça ruine tout, c'est juste impressionnant, on a vraiment l'impression d'avoir un truc vraiment bizarre dans les mains, mais bon c'est pas grave, en même temps c'est à vous de voir si vous voulez ce truc ou pas, parce que c'est juste un petit cadeau débile donné avec. Alors parlons des petits compromis qui ont été faits. Alors premier petit compromis, c'est la caméra et le flash. Alors franchement la caméra, la caméra elle a une petite vitre mais en plastique cette fois-ci, donc c'est un petit peu moins transparent, donc ça a peut-être un rapport avec le fait qu'il est si mauvais en basse luminosité, peut-être que ça a tendance à enlever un peu de luminosité en traversant ça, je n'en sais rien. Enfin voilà, il a une petite protection en plastique. Le flash, et alors ça a beau être 2 LED, vaut mieux mettre une bonne LED que 2 LED toutes pourries, parce que très sincèrement, c'est sûrement l'un des flashs sur les téléphones à ce prix-là, je veux dire à partir de 100 € plus ou moins, c'est l'un des flashs les plus mauvais que j'ai vu, ça éclaire rien du tout. Test de caméra frontale avec une luminosité moyenne, comme vous le voyez, la caméra frontale fonctionne convenablement, hein, sans plus. Et voici maintenant une vidéo faite avec la caméra arrière sans le flash, mais avec le flash ça change rien parce que le flash ne m'éblouit pas, hein, c'est vraiment un flash complètement inutile. Très sincèrement, quand ça éblouit même pas quand on le regarde en face, ça montre bien la qualité du flash. D'ailleurs, bon, vous voyez que la vidéo est tout à fait convenable, hein, dans les vidéos et comme dans les photos, quand la luminosité est correcte, les photos sont correctes. Bon, elles sont pas non plus géniales, mais elles sont correctes. Et vous allez voir bientôt par contre ce que ça fait que dans le noir complet, avec mon KGB foireux habituel, mon KGB mal rangé, habituellement, quand je prends une photo là-dedans, dans le noir complet, on arrive à distinguer un petit peu ce qui s'y passe, on arrive même à y voir plutôt bien quand le flash est bon. Là, vous allez voir qu'on est loin d'avoir un bon flash, hein, on n'y voit presque rien. Et le deuxième seul compromis que l'on peut citer à propos de ce téléphone, que l'on pourrait aussi mettre dans la catégorie défaut, c'est la batterie. Alors vous avez vu sûrement la petite batterie vraiment toute fine qui était dedans, une toute petite batterie de rien du tout. Et ben malgré tout elle a une autonomie plutôt pas mal cette petite batterie, parce que si on en juge à la taille de la batterie, c'est-à-dire si on prend par exemple, en fait il a à peu près les mêmes autonomies que le Kingzone N3+, qui avait une batterie au moins 2 fois plus grande. Alors du coup, si on en jugeait tout simplement la batterie, il devrait avoir une autonomie 2 fois plus petite. Mais non, il a une autonomie qui est à peu près la même, à peu de choses près, hein, c'est juste un poil moins à la limite, mais sinon c'est pratiquement la même autonomie, mais ça reste une autonomie que l'on pourrait dire, qui aurait pu être meilleure. Bon après, comme je le disais, bon c'est quand même meilleur que par exemple le Nexus 5, hein, par exemple, hein, largement meilleur, qui a vraiment des autonomies de caca, quoi, tout simplement, pendant ce temps, enfin voilà, mais sinon... de manière plus précise, ça donne ça, les autonomies. Nous avons en utilisation texte uniquement entre 4h30 et 5h, en utilisation normale entre 4h et 4h30 d'utilisation écran allumé ininterrompu, hein, c'est pas en comptant des temps de veille, hein, c'est écran allumé ininterrompu, c'est-à-dire c'est pas une journée où vous serez obligé de recharger toutes les 4 heures, non, ça veut pas dire ça du tout. Ensuite, en jeu, en suivant la même logique, nous sommes entre 3h et 3h30 suivant le type de jeu que vous faites.
En téléphone, on est entre 6 et 8 heures, et en veille, nous faisons à peu près 2 ou 3 jours de veille ininterrompue, donc ça va, c'est pas mauvais du tout. Enfin, franchement, le téléphone n'a pas une mauvaise autonomie, c'est juste que, franchement, sans ce petit point de détail ainsi que la caméra, ce téléphone serait littéralement le téléphone parfait, parce que je blague même pas, j'ai absolument trouvé aucun vrai défaut légitime à ce téléphone, et ça, franchement, je pense que c'est une première pour les vidéos que je peux faire depuis quelque temps, et je pense que ça m'est jamais arrivé, quoi, un truc qui est arrivé aussi proche de ce qu'on pourrait appeler une forme de plus ou moins perfection. Bon, on va pas non plus utiliser trop de grands mots comme ça parce que ça paraîtra vraiment bizarre, mais ce que je veux dire par là, c'est que franchement, enfin voilà, vous allez comprendre avec le reste. Donc pour ce qui est des bons points en matière de hardware, même les prises sont plus solides que d'habitude. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a étonné, c'est que quand on branche une prise, on se rend compte qu'il y a plus de résistance, il y a plus de maintien au bout de la prise. Vous avez sûrement vu une fois que j'avais démonté un téléphone, est-ce que l'on peut remarquer, enfin plus d'une fois j'ai démonté des téléphones, et ce qu'on peut remarquer, c'est que la prise jack qu'il y a d'habitude, c'est une sorte de prise jack qui prend juste le bout de la prise, et voilà, c'est pas un truc qui entoure la prise jusqu'au bout. Et ben là, j'ai l'impression que c'est le cas, ou alors je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais en tout cas la prise tient bien. Pour ce qui est de la prise pour la prise micro USB, c'est pareil, il y a pas d'effort à faire, il y a pas de problème, la prise est parfaitement aligné, c'est vraiment du bon travail en matière d'assemblage, en matière de construction, etc. On voit vraiment que c'est largement supérieur à ce que j'ai pu voir en matière de qualité de construction depuis des lustres. Toujours côté hardware, un autre truc que j'ai pu voir, c'est la NAND flash intégrée à ce téléphone est vachement rapide. Pour installer un programme, etc., ça va en un éclair. C'est vraiment assez impressionnant de voir que je sais pas pourquoi, habituellement la NAND flash, enfin ils auraient pu se contenter de n'importe quelle NAND flash que l'on peut trouver habituellement dans n'importe quel téléphone. Alors je sais pas si c'est juste qu'ils ont trouvé un bon contrat avec un fabricant, etc., pour les avoir au même prix que les autres, parce que un truc que je vous ai peut-être pas dit dans la première partie, c'est que ce téléphone, pour toutes ses qualités, il est exceptionnellement peu cher. C'est un téléphone que l'on peut trouver à moins de 130 € si j'ai bien compris le trip. Surtout que la plupart des autres téléphones que j'ai pu vous présenter avant étaient souvent plus chers, en tout cas au moment de la présentation du téléphone, et en plus de ça, avaient des détails qui allaient pas du tout, notamment par exemple le haut-parleur à l'arrière, qui était trop peu fort sur pas mal de téléphones. Et ben là, cette fois-ci, le volume est bon, la qualité est pas ce qui se fait de plus génial, mais elle est tout à fait correcte malgré tout, hein. Et donc, franchement, il y a des petits détails comme ça qui sont assez impressionnants, qui sont loupés habituellement, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, comme le haut-parleur en appel, le micro, etc. Tout ça, c'est bien foutu. On a un gyroscope qui fonctionne, on a aussi une boussole qui fonctionne, enfin bon, bref, c'est assez incroyable. D'ailleurs, dans le même principe, le GPS fonctionne très très bien, lui, avec, hein, absolument aucun problème avec ça. Ensuite, il y a aussi la réception 3G, 4G, 2G, etc., qui fonctionne elle aussi très bien, mais là, pas forcément mieux que n'importe quel autre téléphone, hein, c'est pareil, quoi. Mais le Wi-Fi, par contre, est vraiment incroyable aussi, je sais pas pourquoi, mais en fait c'est le mot qui va revenir à chaque fois, c'est exceptionnel ou incroyable, parce que la portée du Wi-Fi, elle est, voilà, exceptionnelle, je le répète, parce que habituellement, dès que je m'éloigne un petit peu, le nombre de barres tombe assez rapidement, jusqu'à une barre, ce genre de truc. Bon, voilà, c'est le genre de truc que je vois assez souvent en testant des téléphones. Cette fois-ci, je reste à seulement une barre en dessous du truc. D'ailleurs, regardons combien j'ai de barres là. Là, j'ai seulement 2 barres sur 4, c'est vraiment très rare, mais aussi un autre, et ben là, je viens de repartir à l'intégralité des barres. Et donc, un truc assez impressionnant, surtout, c'est que le débit a tendance à baisser de manière assez flagrante, plus on s'éloigne avec la plupart des téléphones que j'ai testés. Ce qui est normal, c'est du Wi-Fi. Mais là, le truc, c'est que même en me mettant le plus loin possible de ma borne, habituellement, je me retrouve à des débits de 200 kO par seconde, ce genre de truc. Eh bien, là, je reste seulement à peine en dessous de 1 MO par seconde, ce qui est exceptionnellement haut comme débit par rapport à la distance auquel je me trouve de cette borne qui est pas non plus des plus performantes. Ensuite, pour ce qui est de l'écran, alors l'écran, je vous ai déjà dit qu'il était très bon, mais surtout la luminosité maximum, ça c'est un truc aussi qui peut être parfois un peu négligé par certains constructeurs, la luminosité maximum est vraiment très bonne, donc on peut voir l'écran en plein soleil, bon bien entendu c'est pas non plus ultra lisible en plein soleil, je pense que aucun écran est parfaitement lisible en plein soleil, hein, ou alors il doit y en avoir quelques-uns quand même, mais faut vraiment trouver du bon gros haut de gamme comme type d'écran, hein. Même les écrans AMOLED restent assez pénibles
pénible à regarder au soleil parce que à cause des petits reflets qu'il peut y avoir, ce genre de truc. Enfin voilà, mais en tout cas ça fait partie de ces écrans qui restent relativement utilisables même quand il y a une luminosité infernale à l'extérieur. Donc voilà, c'est plutôt un bon point aussi encore là-dessus. La luminosité automatique aussi est très bien gérée, pas de problème. D'ailleurs, enchaînons sur la partie software, vu que la luminosité automatique ça fait partie plutôt du software. Alors la fluidité est incroyable, hein, bien entendu, bon ça va sans dire, hein, c'est un processeur qui n'a pas l'habitude de ne pas être fluide, enfin du moment qu'il y a 2 gigaoctets de RAM, c'est fluide mais parfaitement ce genre de processeur. Et comme je vous l'ai dit, la partie logicielle, c'est vraiment un truc auquel je peux pas me plaindre. C'est vraiment juste Android stock, hein. Il y a vraiment rien de spécial qui a été fait. Ça reste Android stock qui marche très très bien, sans aucun bug. Bon voilà, j'ai rien de spécial à dire sur la partie logicielle. Je suis vraiment désolé, mais bon, c'est vraiment juste, si vous connaissez Android 4.4 sur un bon téléphone qui vient avec Android stock, bah c'est ça. C'est rien de plus, rien de moins, ça marche de manière parfaitement fluide, les jeux fonctionnent bien, rien de spécial à dire. Un petit truc à dire, c'est que les mises à jour OTA, a priori, n'existent pas pour ce téléphone. Il faut utiliser un logiciel qui est fait par la marque, qui s'appelle Rootjoy, pour mettre à jour le téléphone, changer la ROM, ce genre de truc. C'est quelque chose qui a été inauguré avec leur précédent téléphone, le UMI 0, qui permettait, en fait, ce logiciel, de changer de type de ROM, de faire des backups, etc. C'est très complet, et ça permet comme ça de changer de ROM, et de revenir en arrière à la précédente ROM, ce genre de truc, sans avoir les problèmes des mises à jour OTA, ni les problèmes des mises à jour, vous savez, avec des programmes un petit peu spéciaux, etc., et difficiles à comprendre, etc., comme le SP Flash Tools que l'on doit habituellement utiliser avec les processeurs Mediatek. Pas trop de problèmes avec ce genre de truc du coup. Bon, le programme n'a pas encore été mis à jour pour supporter ce téléphone à 100%. Pour l'instant, il supporte juste les backups et ce genre de trucs. Il supporte pas encore l'installation de nouveaux programmes, etc. Mais a priori, pour mettre à jour sous Android 5.0, ce sera ce programme qu'il faut utiliser. Ça se mettra pas à jour via une mise à jour OTA, déjà c'est une bonne chose. Et ça permettra aussi de faire un backup rapide, facile, avant de faire la mise à jour 5.0 pour pouvoir réinstaller 4.4 sans aucun problème si on n'aime pas. Donc ça déjà c'est une petite chose sympathique à ajouter à propos de ce téléphone. Et aussi un deuxième bon point à propos de ça, c'est que comme vous l'avez vu, ce téléphone est pré-routé, et ça c'est pas un truc du vendeur du téléphone, c'est quelque chose qui est fait en standard sur tous les téléphones de la marque UMI a priori. Enfin, jusque-là c'était le cas. Donc c'est un truc, c'est pour ça d'ailleurs que le logiciel s'appelle Rootjoy, parce que c'est un truc qui permet en fin de compte de profiter de certaines fonctions ajoutées qui serait pas possible si le téléphone n'était pas routé. Donc ce téléphone-là, comme je le disais, grâce aux routes, eh bien, on peut faire quelques trucs supplémentaires qu'on ne pourrait pas forcément faire avec d'autres. D'ailleurs, ça c'est une bonne chose, c'est que Android 5.0 et 4.4, bon, surtout 5.0, est assez difficile à router, donc c'est vraiment une bonne chose que ce genre de téléphone, enfin cette marque surtout, s'occupe de router ça pour nous. Et donc, surtout un problème, c'est que si c'est routé, ça veut dire qu'on peut faire facilement de gros dégâts sur la ROM, c'est-à-dire faire des fausses manips, des trucs de genre qui vont faire en sorte que le téléphone ne démarrera tout simplement plus, ou ce genre de trucs. Et bien heureusement, grâce à ce logiciel, eh ben il est facile de réinstaller la ROM, donc ça déjà c'est une bonne chose. Et en plus de ça, si ce logiciel-là on n'arrive pas à s'en servir ou pour une raison ou pour une autre, ce serait incompatible avec votre téléphone, avec votre ordinateur, où vous avez tellement briqué le téléphone que vous n'arrivez plus à l'utiliser, la ROM est disponible en format SP Flash Tools, donc il y a absolument aucun problème, on peut vraiment réinstaller la ROM sans trop de problème avec ce téléphone. Et si vous voulez pas qu'il soit routé, ils ont installé comme gestionnaire de route SuperSU, donc il suffit de l'ouvrir, et normalement dans Settings ici, vous pouvez tout simplement dérouter le téléphone en un clic. Et où est-ce que c'est? Oui, Full Unroot ici. Donc vous cliquez là-dessus et vous êtes plus routé. Donc ça c'est une bonne chose si vous avez envie de donner ça à quelqu'un qui aurait tendance à faire des bêtises avec son téléphone ou ce genre de truc. Ils ont prévu un petit peu tout, ils ont pas mis un gestionnaire de route bizarre aussi bidon venant de Chine ou je sais pas quoi. Non, c'est un truc qui est vachement connu, hein, SuperSU, c'est quelque chose auquel on peut faire confiance, hein, c'est pas routé d'une manière un petit peu vérolée, on pourrait dire. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire à propos de ce téléphone, franchement il est nickel, mais alors à un tel point que je pense que je peux rien vous recommander d'autre que ce téléphone, franchement. Enfin, en tout cas, à moins que vous ayez besoin d'une excellente batterie, ou que vous ayez besoin d'un appareil photo plus suffisant que celui-là, parce que celui-là est quand même pas terrible, hein. Surtout si vous voulez l'utiliser dans des conditions de luminosité moyenne à basse, très sincèrement, là ça devient carrément insuffisant, quoi.
Mais si vous n'êtes pas un photographe, très sincèrement, ce téléphone est juste le meilleur à trouver sur le marché dans ces prix-là. Franchement, il est même largement supérieur à ce que le prix pourrait laisser penser. Ah, franchement, le compromis de la batterie, c'est à cause de l'épaisseur du métal, obligé de mettre une batterie assez fine parce que sinon voilà. Hein. Mais en même temps, ils ont remplacé cette batterie qui est certes assez fine. Elle a quand même une excellente autonomie pour une batterie de cette taille, donc ça doit être une bonne marque de batterie, donc ça aussi c'est sûrement un bon point, enfin pas forcément un bon point, hein, dans le sens où j'en suis pas certain à 100% jusque-là, mais ils disent sur leur site que c'est une batterie faite au Japon. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas le droit de dire Panasonic, parce que Panasonic veut pas être associé à des marques de ce genre, mais voilà, si ça se trouve c'est une Panasonic, enfin j'en suis pratiquement certain, étant donné que pour faire des batteries aussi fines avec une telle capacité, doit pas y en avoir beaucoup de constructeurs capables de faire ça. Donc voilà, le compromis de la batterie est compréhensible. Le compromis de l'appareil photo, lui, c'est tout simplement pour le prix, parce que ça deviendrait, enfin ça le ferait passer un téléphone à 160 € ou un truc de genre si on mettait un très bon appareil photo, un bon flash, un appareil photo convenable aussi à l'avant, enfin plus convenable que celui-là. D'un coup, ça ferait augmenter le prix, quoi, tout simplement. Donc ils ont mis vraiment le bas du panier, on va dire, en matière de caméra, même s'il y a encore pire que ça, hein, je vous assure, il y a pire. Donc on va essayer un jeu, hein, comme d'habitude. Donc cette fois-ci c'est Run Sackboy Run, je crois que ça s'appelle comme ça. Attends, c'est bien ça le nom parce que c'est pas écrit en entier. Non, bah on verra que Run Sackboy ici. Attendez, non, c'est juste Run Sackboy qui a marqué. Mais en même temps, il y a peut-être pas la place d'écrire tout ce qu'ils avaient envie d'écrire. Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, c'est ça. Donc ce jeu-là, c'est tout simplement un jeu fait par Sony. Ah, bon, voilà, ils ont l'habitude de faire des jeux, hein, ça paraît pas être une... j'ai peur de mettre trop fort. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, ils ont l'habitude de faire des jeux, hein, ça sera pas un secret pour qui que ce soit. Mais surtout, pour une fois, ils ont fait un jeu sous Android. Et ce jeu-là, c'est... Ah merde, je clique sur le mauvais bouton, ce bouton-là est pas du tout fait pour ça. C'est fait pour déclencher le bouclier. J'ai l'habitude d'utiliser le coin de l'écran pour faire sauter les personnages dans ce genre de jeu où on peut appuyer sur n'importe où dans l'écran. Mais cette fois-ci, c'était pas une bonne idée. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément judicieux comme emplacement pour mettre un bouton de ce genre. Enfin bon, bref, on passera là-dessus. On n'est pas là pour faire une critique du jeu. En tout cas, c'est pas un jeu qui a l'habitude d'être fluide à 100% sur tous les téléphones. Au contraire, il a l'habitude d'être très peu fluide. Et bon, en dehors du son qui est un petit peu, un petit peu sautillant, et j'ai jamais compris pourquoi exactement. Eh bien, ce jeu est parfaitement fluide. Donc ça, c'est déjà un bon signe par rapport aux performances. Mais très sincèrement, par contre, je comprends pas pourquoi le son est un petit peu dégueulasse comme ça. Alors bon, bien entendu, ça pourrait peut-être être amélioré en améliorant le firmware du téléphone lui-même. Mais ça serait vraiment bizarre, étant donné que déjà le firmware est très très bon. J'ai pas vu d'autres problèmes dans d'autres programmes, dans d'autres jeux non plus. Donc a priori, je miserais sur un problème du jeu, et ça m'étonnerait pas beaucoup, étant donné que bon, j'ai déjà vu beaucoup de problèmes avec des jeux faits par des compagnies qui ont l'habitude d'être sur console et qui se mettent à faire des trucs de ce genre qui sont faits pour fonctionner sur des plateformes avec une hétérogénéité assez importante, comme par exemple les smartphones ou Windows ou ce genre de trucs. Sega a l'habitude par exemple de faire des jeux consoles qui fonctionnent très bien, mais de se louper, mais alors d'une manière impressionnante dès qu'ils tombent sur tout ce qui est PC ou ce genre de truc. Et ben là c'est un peu pareil pour Sony, j'ai l'impression. Bon bref, voilà, c'était juste pour vous dire que a priori les gros jeux en 3D ont tendance à fonctionner très très bien avec ce téléphone là. On va dire qu'il y a mieux quand même pour les jeux, quoi, hein. Il y a toujours mieux, bien entendu. Mais pour un téléphone à moins de 200 €, je pense qu'on trouve rien qui fonctionne mieux que ça, hein, franchement. Ou alors, franchement, je me suis fait happer par la bestiole. C'est la première fois que ça m'arrive. Franchement, il y a rien à lui reprocher à ce téléphone, en dehors des compromis qui paraissent, compréhensibles, quoi, tout simplement, de la part du constructeur. Tout le reste est d'une qualité, mais je ne me répéterai jamais assez là-dessus, qui est juste... impossible impossible à mettre en défaut, tout simplement. C'est
incroyable. Pour ce qui est de la vitre, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce détail, mais c'est une double épaisseur de vitre qui est en Gorilla Glass aussi pour la vitre supérieure, qui est fait pour faire en sorte que si la première vitre pète, il y ait une chance pour que la deuxième vitre reste en état, et même avec les deux vitres pétées, le digitizer devrait continuer à fonctionner parce que le digitizer n'est pas dans la partie vitre, mais dans la partie LCD, c'est-à-dire que c'est un in-cell comme on appelle ça, c'est-à-dire, enfin, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais enfin, en gros, ça veut dire que le digitizer est dans la partie la plus profonde, c'est-à-dire la partie LCD, et non pas une couche supérieure de vitre par-dessus. Donc ça devrait faire en sorte que tant que le téléphone peut afficher une image, le tactile fonctionne. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Enfin voilà, c'est comme je le disais encore une fois, c'est un téléphone très difficile à mettre en défaut, en tout cas pour le type de public qu'il vise, à savoir des personnes qui aimeraient avoir un téléphone comme n'importe quel téléphone pratiquement, tout en étant plus solide que n'importe quel téléphone. Et ça, franchement, en fait, ce téléphone, il a réveillé en moi une chose que j'avais pas forcément perdue, mais qui s'était atténuée, disons. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je venais de découvrir les smartphones chinois, je m'étais dit, c'est incroyable ce qu'on peut faire pour ce prix, c'est juste incroyable, quoi. On peut pas trouver mieux que ça, c'est imbattable, quoi, tout simplement. Maintenant, les marques ont fini par s'aligner un petit peu. Donc il a fallu que les marques chinoises aient un peu plus d'ingéniosité, tout simplement, pour atteindre un public, quoi. Tout ça. Bon, bref, ils ont essayé un truc, c'est-à-dire mettre des plus grosses batteries pour avoir des très grosses autonomies. C'est une très bonne idée. Et ça marche plutôt pas mal. Genre, il y a des téléphones avec des autonomies qui sont invraisemblables. Du genre, on peut laisser l'écran allumé pendant la journée entière et restera encore de la batterie. Bon, ça, c'est juste impressionnant. J'ai jamais vu quoi que ce soit faire ça, que ce soit dans une grande marque ou non. Donc voilà, il a fallu qu'ils rusent un petit peu parce que au niveau du prix, c'était difficile. Donc maintenant, Mediatek a sorti ces processeurs-là qui font que, à prix égal, ils sont redevenus beaucoup plus performants que ce que l'on peut trouver dans les grandes marques. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais bon, voilà, les performances sur Android depuis Android 5.0 et avec Android 4.4 aussi, enfin plutôt depuis Android 4.4. Ça devient beaucoup moins important. Android est beaucoup mieux optimisé, donc du coup fonctionne beaucoup mieux, même sur du hardware plus limité. Donc la différence, même si c'est beaucoup plus performant, se fera surtout en jeu. C'est pas forcément un truc auquel tout le monde est attiré, donc du coup les performances, enfin on peut se contenter d'un MT6582 ou d'un Snapdragon 400 ou des trucs de genre si on n'est pas un gros joueur tout simplement, et on verra pas beaucoup de différence. Donc maintenant le truc, j'ai l'impression que ce qu'ils essayent de faire, c'est tout simplement des téléphones solides. Et ça, c'est incroyable, c'est nouveau pour moi, c'est nouveau. Et s'ils arrivent à gagner sur ce point-là, parce que faut quand même se l'avouer, hein, tous les téléphones, que ce soit des marques chinoises ou des marques tout court, en dehors de quelques très très rares exceptions, sont désespérément fragiles. On peut dire que là, ça c'est une bonne niche à exploiter. Des téléphones qui ont, on va dire, enfin des téléphones qui ont aucun compromis, et qui ont aucun compromis grave, on va dire, mais qui essayent de faire en sorte que ce soit méga solide. En fait, la seule chose qui pourrait lui manquer, et c'est vraiment pas important pour tout le monde, c'est l'étanchéité. S'il faisait un téléphone comme celui-là, mais en plus d'être comme ça, étanche, et en plus avec une bonne caméra et une bonne autonomie, tout en étant pas trop plus épais, ou en gardant la même épaisseur et en rognant peut-être un tout petit peu sur l'épaisseur de métal, ce genre de truc, on pourrait avoir littéralement le téléphone parfait, j'ai envie de dire. C'est juste impressionnant à quel point on en est proche. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!